Amertume, déception, colère parfois. La démocratie, nous dit-on, est en crise. Et au cours de cette table ronde, nous tenterons d'identifier quelques raisons à ce constat décevant. Il a existé, au-delà de nos démocraties parlementaires, des tentatives, la plupart du temps qui n'ont pas conduit très loin, de démocraties différentes, puisque démocraties notamment populaires, au cours des dernières décennies. Il y a eu l'exemple de l'URSS, de la Libye, malgré ce qu'on peut en dire, qui est des tentatives comme d'autres, Madagascar, l'Éthiopie, pour ne citer qu'eux, ont tous échoué pour des raisons différentes, mais dont la principale semble se résumer à la faiblesse de la nature humaine, souvent incapable de dominer ses penchants excessifs pour le pouvoir, l'argent et les guerres. Et le mode d'accès au pouvoir peut aussi poser problème, cela s'est vérifié au cours de notre histoire, le pire pouvant aussi advenir d'un scrutin démocratique, comme le dira, je crois, Jean-Claude Azra. Dans cette tempête mondiale, nul n'est à l'abri, que ce soit les États-Unis d'Amérique ou la Grande-Bretagne, la France. Il semblerait que partout il y a un vent d'évolution ou de révolution qui souffle, et on espère que ce sont des évolutions constructives qui viendront. En Europe, bien sûr, nous avons l'exemple de démocraties plus abouties ou différentes, comme la Suisse et sa votation citoyenne, ou encore celui des pays scandinaves, dont le fonctionnement démocratique est extrêmement rigoureux. Peut-être que la rigueur est un des paramètres dont on pourrait s'inspirer. Il est à noter qu'il s'agit là de pays à faible population, cependant, et pour la plupart peu impliqués dans les opérations extérieures complexes. Voilà. Nous serons attentifs aux conditions d'exercice de la démocratie qui ne sont pas qu'institutionnelles, mais doivent aussi prendre en compte l'influence de l'économie, des nouveaux médias et celui des lobbies de plus en plus intrusifs dans notre vie démocratique. Les instruments régaliens de l'État sont aussi mis en cause par la population, la police, la justice, la santé, avec l'intervention de la télémédecine. Est-ce qu'il n'y a pas une rupture du lien social indispensable, à mon sens, à l'exercice de la démocratie? On peut également se poser la question de la place du peuple dans la démocratie lorsque l'on sait l'importance que va prendre l'intelligence artificielle dans les prises de décision au cours des années à venir. L'Encyclopédia Britannica définit l'IA comme la capacité d'un ordinateur ou d'un robot à réaliser des tâches normalement attribuées à des êtres doués d'intelligence. L'intelligence y est ici définie comme la capacité à s'adapter aux circonstances, mais l'intelligence est-elle seulement cela? La démocratie est aussi affaire de justice, mais celle-ci peut-elle encore avoir un avenir? Quand même, les magistrats rendront leurs arrêts et leurs jugements en consultant des logiciels standardisant leurs analyses. Peut-on enfin parler de démocratie en France sans aborder le sujet de la proportionnelle relative ou intégrale? Il y a encore des risques de la démocratie directe au travers de référendums dont on connaît la limite par l'étroitesse des questions qui y sont posées, ou encore de ces limites dans l'application, comme nous l'avons vu lors du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen, le peuple ayant donné un avis et le gouvernement en tenant d'un compte. La question pourrait se poser ainsi: la majorité a-t-elle toujours raison? J'ai aussi envie de poser la question suivante. Le concept de démocratie n'est-il pas, à l'heure actuelle, un peu abstrait? Les gens, dans un monde virtuel où l'accélération des choses devient extrêmement prégnante, ont peut-être envie de réponses aussi concrètes à leurs besoins. Je pense qu'Annie Barra nous apportera son témoignage. Démocratie représentative contestée, distorsions liées aux nouvelles technologies, montée des régimes nationalistes, corruption, clientélisme, désinformation, conflit d'intérêts, tous ces paramètres posent question. Allons-nous vers une démocratie illibérale ou encore une démocrature ou encore une démocratie délibérative, comme l'a dit récemment le président Macron? C'est à ces questions, mesdames, messieurs, que vous êtes invités à répondre.
Je donne la parole donc à Jean-Claude Astra, qui a choisi pour thème de son intervention, pour titre de son intervention, l'éclairage de l'histoire, sommes-nous encore en 1930? Pour ouvrir notre réflexion, monsieur, vous êtes journaliste économique, ancien rédacteur en chef aux Échos. Vous êtes également historien. Vous avez coécrit avec Renaud de Rochebrune un ouvrage qui a connu un immense succès, Les patrons sous l'occupation. Vous avez également écrit Comment meurent les démocraties, que j'ai lu avec avidité. Ouvrage extrêmement documenté sur une période sombre de notre histoire. C'est de celui-ci que s'inspirera certainement votre propos aujourd'hui. Vous avez... Tout à fait, merci beaucoup. Et merci donc à ceux qui ont organisé cette réunion et aussi à ceux qui nous font l'honneur de venir nous écouter. Les leçons de l'histoire, personne n'y croit. Enfin, c'est en tout cas l'affirmation qu'on entend très régulièrement. Et évidemment, aujourd'hui est différent d'hier. Et pourtant, dans la plupart des débats, on entend invoquer de fait les leçons de l'histoire. Donc, moi, ce que j'ai cherché à faire à travers le livre que vous avez bien voulu évoquer, Comment meurent les démocraties, c'est d'y aller voir, tout bêtement. C'est de me dire, allons vérifier, comme on n'arrête pas de nous dire, ce qui se passe en ce moment, c'est un peu comme dans les années 30. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette entre-deux-guerres? Comment ça s'est passé? Une espèce de relecture, réécriture de l'histoire avec un œil de citoyen inquiet de 2018-2019, puisque, comme vous le savez, l'histoire a toujours un peu vocation à être réécrite en fonction des préoccupations d'une époque. Je ne vais évidemment pas vous raconter toute cette période. Je vais plutôt essayer de dégager quelques points de conclusion qui me paraissent utiles, évidemment étayés sur cette lecture. Je vais d'abord vous parler de trois, si je puis dire, ressemblances, enfin, trois domaines dans lesquels on va pouvoir trouver des similitudes. Et je vais commencer par reprendre la question que vous posiez tout à l'heure, monsieur, dans la salle, celle de l'économie, de l'importance de l'économie. Est-ce que la crise de l'économie explique la crise de la politique? Il y a encore 8 jours, dans un salon du livre, un jeune ingénieur, frais voulu de sa formation, vient me voir très gentiment, achète mon livre, en expliquant, moi je connais rien sur cette période, ça m'intéresse. Mais ouais, vraiment rien. Ah si, je me souviens d'un truc, c'est qu'on m'a bien expliqué que toutes les crises politiques de l'entre-deux-guerres découlent de la crise économique. Je dis oui, c'est bien, c'est juste, à mon avis, faux, assez largement faux. Alors, en même temps, quand alors j'étais très content d'entendre M. Régnier tout à l'heure évoquer le fait effectivement que l'économie n'explique pas tout. Mais en même temps, quand je dis ce genre de choses, je sais bien que dans la salle, il y a une bonne partie des gens qui disent mais non, enfin, voilà, ce qu'on m'a appris, c'est pas ça. Mais ce qu'on m'a appris à moi aussi, c'était effectivement pas ça. Mais je suis désolé, quand on se replonge dans l'histoire, je pense que cette espèce d'explication mécaniste par l'économie a été très exagérée dans la lecture de ce qui s'est passé dans les années 30 et souvent très exagérée dans la lecture de ce qui se passe aujourd'hui. Juste quelques éléments pour au moins mettre le doute dans votre esprit. Si c'est la crise de 29 qui explique tout, comment se fait-il que Mussolini arrive au pouvoir 7 ans avant, en 1922 comment se fait-il, dans mon livre, j'étudie l'Espagne de la guerre civile et de Franco, la France de Pétain, pas Pétain comme qui aurait été mis en place par les Allemands, mais l'arrivée au pouvoir de Pétain, Laval et compagnie, comme une opération politique purement française. Et ce sont deux des pays qui sont assez peu touchés, parmi les moins touchés par la crise de 29. Comment explique-t-on que les États-Unis, qui eux sont un des pays les plus violemment touchés par la crise de 29, autant que l'Allemagne,
ne devienne pas un régime fasciste. C'est une raison pour laquelle j'ai consacré aussi un chapitre au contre-exemple États-Unis et Roosevelt. Donc, en fait, cette idée s'appuie beaucoup sur les 3 dernières années de la République de Weimar, où notamment on nous montre un superbe graphique où on voit le vote pour les nazis monter à peu près au même rythme que le taux de chômage. Mais ça, du coup, ça ne s'intéresse pas du tout quand même, là on est en 30, la République de Weimar elle date de 18, elle a eu toute une histoire compliquée. On ne s'y intéresse pas du tout. Et notamment, on s'intéresse beaucoup moins à la première grande crise économique allemande, qui est la crise de l'hyperinflation, celle des années 20, qui, comme nous le savons, a beaucoup plus marqué les esprits, on s'en souvient encore aujourd'hui, et déstabilisé la société allemande. Donc, en ce moment, vous avez peut-être l'impression qu'on entend moins cette thèse. Pour une raison simple. Nous sommes plutôt dans une période de meilleure conjoncture économique. Le chômage a plutôt régressé dans nos pays. Mais vous allez voir, dès que la conjoncture va décliner, dès que le chômage va remonter, vous réentendrez la petite musique. C'est la crise économique qui fait la crise, et la crise économique et le chômage qui fait la crise politique. Donc, il faut d'urgence déverser des milliards dans l'économie, de préférence des milliards d'argent public, de préférence en endettant les États. Et nous sommes en période de discussion budgétaire dans cette maison. Les parlementaires qui sont dans la salle savent après ce que ça suppose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent pour faire tout ce qu'on pourrait faire parce qu'on est déjà très endetté. Donc ce débat sur la place de l'économie est important parce que notamment si on accorde trop de place à l'économie, on ne regarde pas le reste. Deuxième idée, justement, le socle fondamental, le poison, l'ingrédient principal dans le chaudron dans lequel on nous prépare les poisons contre la démocratie, c'est le nationalisme. Ça l'était, ça l'est toujours. Alors évidemment, quand je parle de nationalisme, je ne parle pas de l'attachement de chacun à son pays. Je parle évidemment des excès du nationalisme. C'est le socle de Mussolini et Hitler et de leur doctrine. C'est chez Pétain, Laval, qui ne sont pas du tout des fascistes, mais c'est le vieux nationalisme maurassien qui est le socle de leur idéologie. Et peut-être le cas le plus étonnant, c'est l'Espagne de la guerre civile et Franco, où ils partent au combat, les militaires, sans avoir vraiment une idéologie bien définie. Et en cours de route, Franco sent bien que dans une guerre qui s'installe, il faut quelque chose pour mobiliser son camp. Et c'est à ce moment-là qu'il s'affirme profondément nationaliste, et même qu'il va chercher un ingrédient de plus, parce que alors ça c'est le cocktail absolu, c'est la religion. Et lui, qui n'était pas très croyant, part au combat au nom de la patrie, l'Espagne et Dieu. Alors là, c'est évidemment... donc, le nationalisme, c'est un double danger. C'est un danger parce que ça mobilise facilement un auditoire, ça mobilise des foules, et c'est aussi un danger parce qu'il justifie toutes les atteintes après aux libertés. On évoquait Jaurès tout à l'heure, qui l'a très bien dit. On peut évoquer l'affaire Dreyfus, 2 minutes, qui n'est pas seulement c'est pas Dreyfus, il n'est pas d'abord victime d'antisémitisme, il est d'abord victime d'une conception dévoyée de la nation, qui est que l'honneur de l'armée française ne saurait être atteinte, donc le sort d'un individu injustement condamné n'est rien à côté des nécessités
de la défense nationale et de l'honneur de l'armée française. Donc, deuxième idée, le nationalisme, toujours à la base de ce qui nous menace. Troisième idée, très rapidement, la corrélation, les inégalités sont un danger pour la démocratie. Dans tous les cas que j'étudie dans les années 30, il y a un vieux fond de lutte des classes qui a son importance. Quand je dis lutte des classes, c'est évidemment pas seulement la lutte des défavorisés pour obtenir quelque chose, c'est aussi la défense des favorisés pour se défendre, mais pas seulement défendre leurs intérêts. C'est la peur, parce que je crois que c'est Frédéric Barnes tout à l'heure qui évoquait l'importance des peurs, la peur du rouge, quelque chose de beaucoup plus diffus que la défense d'une classe. Et donc, ces inégalités, à nouveau je vais évoquer l'Espagne très rapidement, c'est un des pays, l'Espagne de l'avant-guerre civile, c'est un pays où en gros la démocratie, la République ne fonctionne pas parce que les inégalités sociales sont telles, l'impossibilité de vivre ensemble dans le même pays est telle que sur chaque banc de l'Assemblée, on se demande comment on va prendre définitivement le pouvoir sur le camp d'en face, et on n'est pas du tout dans la logique de l'acceptation d'une démocratie et de l'alternance. À la lumière de l'histoire, une des choses dans l'actualité récente qui pour moi sonnait vraiment comme un signal d'alarme, c'est ce qu'il est convenu d'appeler la crise des Gilets jaunes, parce que ce qui est très frappant, c'est la corrélation entre une revendication contre des inégalités. Je ne définirai pas, je veux dire, chacun les définit comme il veut, mais il y a une profonde revendication contre les inégalités, et parallèlement, un refus de la démocratie, de ses élus, etc., d'une violence inouïe. C'est un signal d'alarme par rapport à ça. Les inégalités sont une grave menace pour la démocratie et il faut s'en préoccuper. J'essaye d'avancer à toute vitesse pour tenir le temps. Peut-être arrêtons-nous sur deux différences. Alors, aujourd'hui, il y a Internet. Dans la période que j'étudie, il n'y avait pas Internet. Alors quand même, il y a toujours une technologie qui joue un rôle dans la politique. À l'époque, c'était la radio. La radio a joué un rôle fondamental dans ces périodes-là. Et pas que en faveur de celui qui détenait le pouvoir. Alors la radio, il y avait le cas extrême, c'était les haut-parleurs en DE, qui est le grand moyen de communication fasciste. Mais la radio n'était pas seulement en faveur de celui qui détenait le pouvoir. Par exemple, Roosevelt aux États-Unis, on a entendu parler de ses causeries au coin du feu pour expliquer aux Américains ce qu'ils faisaient. Mais Roosevelt, il avait en face de lui quelques grands populistes très dangereux pour lui qui avaient des auditoires de radio formidables. Father Coughlin, une espèce de prêcheur populiste, était écouté dans les États-Unis entiers par des millions de gens. Aujourd'hui, Internet, je ne suis pas un spécialiste. La seule chose que je ressens, c'est que ça accélère les phénomènes dangereux pour la démocratie, et notamment cette espèce de grande fabrique démagogique qui est d'attraper les inquiétudes de tout un chacun pour leur renvoyer quelques idées simples, généralement fausses, mais qui permettent éventuellement de prendre le pouvoir. Autre différence, elle a déjà été évoquée, notamment par vous, madame, c'est le fait que aujourd'hui, si je puis dire, les ennemis de la démocratie sont tous des démocrates, et donc arrivent au pouvoir en protestant de la démocratie. Donc le danger qui nous guette aujourd'hui, c'est celui de ce qu'on appelle les démocratures, c'est-à-dire de gens. Je pense qu'il faut regarder, il faut avoir en tête le modèle Orban, le modèle Erdogan, c'est-à-dire des gens qui arrivent au pouvoir par les urnes, qui se font réélire, mais qui entre-temps grignotent la liberté de la presse, la magistrature, la banque centrale, les juges constitutionnels, etc.
Et dernière idée que je ne pourrais pas ne pas développer dans la maison où nous sommes, les hommes comptent, les hommes politiques comptent, ils sont très importants, les individus. De deux manières. D'abord, les ennemis de la démocratie, il faut pas, ça ne sert à rien de s'en moquer, de dire qu'ils sont ridicules, qu'ils sont bêtes, que voilà. Mussolini et Hitler étaient des grands talents politiques, et c'est comme ça qu'il faut les regarder, les analyser. Trump, on peut s'en moquer aussi longtemps qu'on veut. Il a quand même, il réussit à mobiliser une partie considérable de l'opinion américaine, et c'est ça qu'il faut analyser. Ça ne sert à rien de s'en tromper, de s'en moquer. Et en face de ces gens-là, en face de ces ennemis de la démocratie, nous avons grand besoin, non pas de technocrates, non pas nous avons besoin d'hommes politiques avec tout ce que la politique suppose de complexité, de subtilité, de choses pas toujours très claires, de manipulation, de mots, de symboles, etc. Parce que les sociétés sont complexes, parce qu'elles ont des compromis difficiles à trouver. Hein? Merci au ministre Paul Quilles de m'avoir invité à venir partager avec vous ces impressions. Ce ne sont que des impressions, des perceptions effectivement du terrain, puisque je ne suis pas universitaire, même si j'ai eu Dominique Régnier comme prof à Sciences Po, entre autres. J'ai choisi la voie assez décriée, mais qui me plaît, et que je revendique aujourd'hui, qui est celle du terrain, et uniquement du terrain. Alors effectivement, je ne suis pas un institut de sondage, je ne suis pas objective, mais j'ai cette obsession de l'observation de la réalité. Et la réalité, personne ne veut la voir. Voilà. Et c'est justement parce que personne ne veut la voir qu'elle m'intéresse, et que j'essaye de l'affronter au sens premier du terme, pour pouvoir partager ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce qui m'a été donné de voir dans des endroits où la plupart du temps personne ne va, où personne n'a envie d'aller. Je suis en quelque sorte une gêneuse, parce que, comme je viens de le dire, la réalité fait peur. Et il m'a plu ce matin qu'on aborde un tout petit peu ce concept de la peur avec Frédéric Worms. Puisque c'est en fait le début de tout mon itinéraire post-Sciences Po professionnel a été marqué par la peur, puisque j'ai débuté, ça a duré très longtemps, plus de 10 ans, sur des terrains de guerre. Des terrains de guerre dans lesquels il n'y a évidemment, par définition, plus rien qui fonctionne, y compris les structures étatiques. Et ce sont des guerres dans lesquelles on a voulu imposer un système démocratique. Je parle de la guerre en Afghanistan, je parle de la guerre en Irak. Les raisons pour lesquelles nous sommes entrés en guerre, nous l'Occident, au sens large du terme, sont complexes, mais il y avait avant tout cette volonté-là. Et là, j'en viens aussi à ce qui a été dit ce matin, et très bien dit, sur les valeurs. C'est Dominique Régnier qui a parlé de ça ce matin en évoquant ce consensus sur les valeurs, qui est à mon sens capital. Et moi, il m'a marqué, ce problème m'a marqué avant tout dans ces terrains de guerre à l'étranger, dans des sociétés qui sont très différentes de la nôtre, mais c'est parce que j'ai travaillé et observé dans ces sociétés très différentes de la nôtre que je me suis ensuite intéressée à notre société française, dans laquelle le problème existe aussi. Ce problème de consensus sur les valeurs qui mène à de la violence. Donc, moi, j'ai commencé par le pire, qui est donc la guerre. Et je me disais, en écoutant nos deux conférenciers ce matin, qu'effectivement, j'ai beaucoup aimé l'image de Frédéric Worms sur l'aéroport. Hein. On est dans cet aéroport avec tout qui clignote, ces écrans, ces jauges de la démocratie. Mais il y a aussi un élément à prendre en compte, qui est celui de la perception de la démocratie. La perception par chacun de la démocratie n'est pas la même entre nous ici en France, très certainement, mais également selon les pays. Et
en Irak, en Afghanistan, en Syrie aujourd'hui, même en Russie post-soviétique, j'ai toujours constaté que finalement, ce que nous croyions apporter comme étant un équilibre était perçu par eux comme du chaos. Du chaos, c'est-à-dire du négatif, bien sûr. Donc, en veulent-ils vraiment de cette démocratie perçue comme le chaos, à tort ou à raison, ça n'est pas à moi de le dire, mais perçue comme le chaos, perçue comme la fin d'un ordre établi qui n'est remplacé par rien. C'est le cas aujourd'hui en Syrie, c'est le cas en Irak, c'est le cas en Afghanistan. Et le fait que ça ne soit remplacé par rien est très important. Alors, et je vais venir à la France, parce que toutes ces notions-là, je les ai vécues frontalement en allant observer ces guerres. Donc, dans la guerre, il y a la violence. Et la violence, qui a aussi été évoquée ce matin par Dominique Régnier, et j'y reviendrai, la violence, en fait, c'est l'essentiel dans la vie. Soit nous vivons de manière violente, soit nous vivions de manière non violente. Dans la guerre, la violence est banalisée, elle est la norme. Il n'y a plus rien d'autre que la violence. La violence est la définition des rapports entre les humains. Et quand je revenais en France, toute entière, pleine de cette violence imposée, banalisée, qu'il m'avait fallu essayer sinon de comprendre, en tout cas de pouvoir saisir pour pouvoir la partager avec ceux que ça intéresse, c'est-à-dire mes lecteurs, mes auditeurs, mes téléspectateurs, dans des pays qui ne vivent pas la même violence, parce que pour moi c'est cela la définition même du reporter de guerre. C'est un passeur, c'est un intermédiaire, ni plus mais ni moins. Et donc je suis en désaccord avec la plupart de mes collègues sur la façon d'exercer ce métier, mais ça c'est une autre question. Eh bien, quand je suis revenue en France, pays qui n'est pas en guerre, je le rappelle quand même, j'ai été extrêmement frappée par la violence induite, sourde, par les malaises au pluriel, les malaises nombreux qui sous-tendent notre société. Et c'est ce qui m'a permis d'oser finalement m'aventurer sur le terrain français, qui n'était pas mon terrain premier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir ici, puisque nous parlons ici de ce modèle en crise. Et c'est parce que le modèle m'a semblé en crise en France que j'ai été voir aussi en France, de la même façon que j'avais été voir ailleurs. Et avec les mêmes méthodes, finalement, qui sont celles de rester longtemps sur le terrain, d'avoir effectivement, comme vous l'avez souligné, un grand nombre d'interlocuteurs divers et variés, de ne pas juger, de ne juger absolument personne, de tout entendre. Je suis capable de tout entendre, et on m'a d'ailleurs tout dit. Et j'essaye d'instaurer tout simplement une relation de confiance avec mon interlocuteur, quel qu'il soit, pour qu'il puisse me parler de la même façon avec un djihadiste d'Al-Qaïda ou de Daesh qui peut, on s'amusait ce matin de la modernité, de l'impact des nouvelles technologies partout ailleurs, y compris dans évidemment des endroits extrêmement non démocratiques. Quand vous avez en face de vous un type de Daesh qui sort 3 téléphones portables différents, des smartphones du dernier cri de Sadjelaba, alors qu'il est en train de vous tenir des propos absolument inouïs, ultra-conservateurs, et non seulement sur les rapports hommes-femmes, qui montrent par là tout le mépris qu'il a envers la femme occidentale que je suis. Évidemment, ça montre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et qu'il faut regarder en face, absolument. Et c'est ce que j'essaye de faire. Alors, dans mon terrain en France, je me suis déplacée, je suis restée un certain temps dans 6 villes, parce qu'il faut bien en avoir un certain nombre, dites moyennes par le nombre d'habitants, donc des villes de moins de 50 000 habitants. J'ai une seule exception qui est la ville d'Ajaccio. Et puis je voulais aussi que ce soit des villes qui ne soient pas, qui soient en quelque sorte vierges entre guillemets de toute couverture médiatique hystérique. Et j'ai accolé des thèmes aux villes. Donc j'ai 5 thèmes, parce que j'ai un thème qui concerne 2 villes. 5 thèmes qui m'ont semblé illustrer, il y en a d'autres bien sûr, ces malaises, cette crise de la démocratie que nous vivons en France.
J'ai ainsi traité du malaise des jeunes à Évreux, du sentiment de déclassement dans la ville de Laon, du sentiment d'insécurité à Lons-le-Saunier, des identités, du problème de l'identité à Ajaccio et de l'emploi dans 2 villes, à Montluçon d'une part et à Laval d'autre part. À Laval, c'était plutôt le point de vue de l'employeur, et à Montluçon, le côté de celui qui est dans un bassin ex-industriel extrêmement déprimé et qui n'a pas de travail. De toute façon, dans notre société, la question de l'emploi est problématique, qu'on en ait un ou qu'on n'en ait pas, puisqu'aujourd'hui, tout le monde a l'angoisse de perdre son travail, donc même quand on en a un, on a cette angoisse qu'on ne pouvait pas avoir avant, et quand on n'en a pas, effectivement, on a la grande angoisse de ne pas en retrouver. Donc ça, ce sont des angoisses qui infusent complètement, de façon permanente, notre société. Alors, qu'ai-je entendu ? Nous sommes avant la crise des Gilets jaunes, puisque mon livre a été publié au moment des dernières élections présidentielles, c'est-à-dire en mars-avril 2017. Des voix fortes, bien sûr. Par exemple, cette psychologue chez Pôle emploi à Montluçon, Sidonie. Psychologue chez Pôle emploi, je dois vous dire que c'est pas un travail facile. Parce que c'est la personne qui hérite de tous les cas les plus difficiles, de toutes les personnes qui arrivent au Pôle emploi et qui sont devant leur agent traitant qui ne sait plus quoi leur dire. Et donc on les envoie voir la psychologue qui, elle, doit trouver une solution. Et Sidonie me disait, nous, les psys de Pôle emploi, nous sommes le dernier rempart contre la révolte. Ce sont ces mots. Et c'était en 2016. Et j'aimerais que les politiques disent la vérité sur la situation. Voilà ce que me disait Sidonie en 2016. J'ai d'autre part à Laon un facteur, Bertrand, puisque je commence mon chapitre sur Laon, donc où je vais essayer de traiter du sentiment de déclassement par une tournée avec un facteur qui, en même temps, me montre à quel point il est ravi d'être encore, mais parce que c'est sa nature, parce que ça correspond au métier qu'il a choisi 15 ans plus tôt, le lien social qu'il veut continuer à être entre l'institution qu'il représente et les personnes à qui il donne le courrier, mais qui refuse certaines évolutions de sa maison, notamment celles qui voudraient qu'on n'appelle plus les facteurs des facteurs, mais des distributeurs tous objets, DTO. Alors ça, c'est une illustration tout à fait claire de ce sentiment en fait de déshumanisation, de déclassement. Hein. C'est un déclassement de ne plus être considéré comme ce que l'on croyait être, parce que tout change. Et il refuse également, Bertrand, qui gagne 1 300 € net après 15 ans d'ancienneté, de monnayer sa gentillesse. C'est-à-dire tous ces menus services qu'il rendait à tous les gens de sa tournée, qu'il connaît effectivement très bien, hein, il suffit de le suivre pour le savoir, c'est-à-dire cacher une lettre commandée sous un bloc de bois pour permettre que la personne n'aille pas perdre son temps à aller faire la queue à la poste, hein, on est dans un milieu rural, pour aller chercher, le recommander, etc. Tous ces menus détails qui sont très importants, comme aussi également parfois accepter de boire le café avec une vieille personne à qui il sent que ça ferait du bien, ou parfois couper les cheveux à quelqu'un. Aujourd'hui, tout ça, la Poste veut le prendre en compte, mais monnayer ses services. Et ça, c'est quelque chose que Bertrand, comme d'autres facteurs, refuse de faire. J'ai également entendu Jean-François, un agriculteur de 33 ans, de 5e génération d'agriculteurs en Picardie, qui vote Front National, il ne s'en cache pas, et qui se révulse à l'idée que pour un élu, un champ, c'est un désert. C'est ce qu'il me dit. C'est de la terre vide, hein, les histoires d'expropriation. Ça, c'était son cri. J'ai également passé beaucoup de temps avec Ludovic, un policier de la BAC de Lons-le-Saunier, hein,
la BAC qui travaille la nuit, la brigade anti-criminalité. Dans cette ville, Lons-le-Saunier, d'à peine 25 000 habitants, qui n'est pas une ville que j'ai choisie parce qu'elle avait un taux de criminalité exceptionnellement haut. Vous pouvez l'imaginer, c'est plutôt calme, Lons-le-Saunier. Cependant, le sentiment d'insécurité existe également à Lons-le-Saunier. Et c'est justement ce que je voulais prouver. C'est que je n'ai pas besoin d'aller dans les quartiers nord de Marseille pour entendre parler du sentiment d'insécurité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de mal à me faire accepter, enfin, parce qu'évidemment j'ai fait tout ça officiellement, je ne travaille pas en caméra cachée, j'ai horreur de ça. Là d'ailleurs je n'avais pas de caméra, j'avais qu'un carnet de notes, mais aujourd'hui je fais de la télévision, mais je ne travaille pas en caméra cachée. Mais le commissaire de Lons-le-Saunier, quand il m'a vu arriver et que je lui ai demandé l'autorisation de passer une nuit avec les policiers de sa BAC, il était absolument stupéfait. Il m'a dit pourquoi vous n'allez pas dans les quartiers nord de Marseille? Et je lui ai dit justement parce que je ne veux pas aller dans les quartiers nord de Marseille, sinon j'y serais. Et finalement j'ai passé une nuit avec Ludovic, cet agent de police, Pinot simple flic, comme il s'appelle lui-même, Ludovic. Ceux qui sont à la base, comme Sidonie à Pôle emploi, c'est-à-dire confrontés avec ceux qui vont le plus mal. La nuit a été longue parce qu'il ne se passait pas grand-chose et que rester de 19h30 jusqu'à 5h30 du matin en binôme avec ces équipages de policiers, c'est leur métier, c'est ce qu'ils font toutes les nuits. Donc comme évidemment il ne se passe pas grand-chose, ils s'ennuient beaucoup, ils ont beaucoup parlé. Finalement, la journaliste que je suis, qui prenait des notes, et j'ai eu cette phrase de la femme policière qui accompagnait Ludovic, qui, je me rappelle, m'a dit ça. Ludovic conduisait, elle était à sa droite, j'étais derrière, elle m'a dit ça en me regardant dans le rétroviseur, j'ai vu ses yeux, et elle m'a dit tu sais Anne, nous, on est les éboueurs de la société. Les éboueurs de la société. Voilà comment se perçoivent les policiers aujourd'hui. Comme vous le savez, ils ont fait une marche de la colère il y a une semaine, et c'est assez rare pour être notifié parce que la police, généralement, ne descend pas vraiment dans la rue. Pour moi, il n'y a pas une France des ouvriers versus une France des start-up, mais il y a justement partout, un fossé entre le peuple, ou des représentants du peuple, et ceux qui parlent en son nom. Ceux qui parlent en son nom. Et dans ceux qui parlent en son nom, il n'y a pas que les politiques. Il y a évidemment aussi, les syndicats, cette crise de la représentation, elle est partout, et bien sûr aussi les médias. La défiance n'est pas nouvelle, mais elle augmente. Elle augmente. Et la lassitude aussi augmente vis-à-vis de toute récupération politique. Donc ça, ce sont des éléments, des plaintes que je n'ai cessé d'entendre et qui sont partout les mêmes. On est les abandonnés, personne ne se préoccupe de nous. J'ai même entendu, on me posait même la question de pourquoi je venais les voir. Les personnes que j'interrogeais étaient en même temps, c'est toujours le même paradoxe quand quelqu'un dans les médias arrive, surtout quand on déteste les médias. Donc ça encore, je peux réussir à contrer cette détestation en expliquant qui je suis, comment je travaille, etc. Mais il y a toujours ce paradoxe de, en même temps, vouloir en être, c'est-à-dire vouloir s'exprimer, et là, le média est là pour jouer son rôle, et en même temps, dire « je n'ai rien à dire ». Donc ce paradoxe, il est très important, surtout vers les mécontents d'aujourd'hui. Ça, je crois que c'est très important. Et ces mécontents n'ont pas disparu puisque nous avons cette crise des Gilets jaunes qui est arrivée après la publication de mon livre. Autant vous dire que, bien sûr, elle ne m'a pas étonnée, cette crise, du tout, puisque ce désarroi, je l'avais absolument perçu, puisque c'est ce qui avait motivé mon enquête. Et que même mon enquête, d'ailleurs, n'est pas terminée. Ce n'est pas parce que nous sommes en pleine crise des Gilets jaunes que je vais continuer. Je vais continuer parce que je n'avais pas terminé d'essayer de le montrer pour qu'on puisse le voir. Parce que j'ai comme l'impression que finalement, plus on montre, nous les médias, moins on voit. Moins tout le monde voit. Ce qui est aussi peut-être un problème, parce qu'on est dans ce vacarme, dans cette véhémence permanente, dans cette hystérie médiatique qui fait que tout se rejoint.
je vais terminer en disant que le positif de ce que j'ai vu dans cette crise, et revenir à ce que disait justement Frédéric Varn ce matin, parce qu'il avait ce côté optimiste de toute crise, qui apporte une réflexion sur la crise, qui est ce besoin de solidarité, de fraternité. Voilà un concept qui n'est jamais mis à l'honneur, plus jamais. Alors il est sur le fronton de nos écoles, liberté, égalité, fraternité. Mais qui en parle véritablement de fraternité? Personne. Comme si c'était une solution un peu honteuse. Mais en fait, les Gilets jaunes, c'est ce qu'ils nous ont montré en allant sur leur rond-point. C'est cette demande de fraternité, de chaleur humaine qu'ils revendiquent, dont ils n'ont pas honte. Et je dirais que 3 ans se sont passés, donc depuis mon livre, 3 ans plus tard, et je terminerai là-dessus, puisque je viens de retourner pour une émission qui s'appelle « Dans quelle France on vit », que j'essaie de réaliser parce que je veux essayer de montrer ce que j'ai écrit en images, parce que l'image, malgré tout, reste forte. L'image aujourd'hui marque, donc il faut aller chercher ces images. Et donc, je viens de terminer le tournage d'une émission qui aura pour lien essayer de montrer que les nouveaux modes d'expression d'aujourd'hui sont, et là je rejoins une fois plus Dominique Régnier, sont la radicalité, la violence, les formes de violence, pas que verbale, mais également physique, bien sûr, la désobéissance civile, qui est aujourd'hui extrêmement prônée par certains groupes, certains activistes, et donc ce sont des nouveaux militants du radical. Donc aujourd'hui, moi, 3 ans plus tard, j'entends des discours qui sont encore plus radicaux qu'il y a 3 ans, et qui vont encore plus loin dans la violence rhétorique. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est que en ces temps de fracas, où la véhémence est la norme pour exister dans l'espace médiatique, mais également dans l'espace politique, eh bien, est-ce que cette violence ne serait pas la seule réponse à la crise de la démocratie que nous vivons, en ce sens qu'elle serait la façon la plus efficace de revendiquer son identité et voir sa différence. Donc pour moi, la vraie question est plutôt comment le pouvoir, et dans le pouvoir j'inclus nous tous, la société tout entière, comment avons-nous pu laisser s'installer ce sentiment que seule la violence paie? Merci à tous. Vous avez terminé en faisant le lien entre justement la rupture du lien social, cette négation de certaines malheurs, mal-être, et puis la radicalité qui s'installe. Il y aura certainement de nombreuses questions qui viendront là-dessus. Je vais donner la parole à Madame Reyvaud-Dallon, qui est, Madame, vous êtes philosophe, parmi vos nombreux titres, vous êtes philosophe, vous êtes professeur émérite des universités à l'École pratique des hautes études, vous êtes également chercheur associé au CEVIPOF. Il serait trop long de citer tous vos ouvrages, mais vous nous avez donné à penser notamment avec La crise sans fin, essai sur l'expérience moderne du temps, la faiblesse du vrai, et enfin, pourquoi nous n'aimons pas la démocratie, où vous vous interrogez sur la nature de l'expérience démocratique, l'incertitude et l'inachèvement de celle-ci. Vous posez la question qui est en partie la nôtre aujourd'hui. Comment l'homme démocratique confronté à cette existence toujours problématique ne serait-il pas en proie à l'insatisfaction permanente? Madame, peut-être pourrez-vous nous ouvrir un chemin de réflexion. Si vous voulez bien prendre la parole. Merci. Merci beaucoup, je vous remercie de votre invitation et je vais essayer effectivement au fond de dire un petit peu autrement, mais un certain nombre d'éléments qui ont déjà été très bien évoqués précédemment.
Et vous avez donné comme titre à mon intervention, Madame, Trouble dans la démocratie. Exact, je les note. Voilà. Alors, je voudrais partir de la façon dont Tocqueville qualifie la démocratie moderne. Tocqueville dit que la démocratie moderne est une forme de société. Et une forme de société, ça veut dire plus qu'un certain mode d'agencement des pouvoirs, plus qu'une simple organisation juridico-politique. Ça veut dire qu'on inscrit dans une forme de société une manière de vivre ensemble ou de ne pas vivre ensemble. Un style d'existence, des mœurs, des assises mentales et affectives. Et en bref, comme ça a été dit précédemment, la démocratie, c'est une expérience. Et c'est une expérience qui englobe à la fois des pratiques de pouvoir et des positions subjectives, des dispositions subjectives. Quelle que soit l'appréciation que l'on pouvait porter sur l'horizon de sens que désigne la démocratie, il était de bon ton, il y a quelques décennies encore, de se déclarer démocrate et d'adhérer, faute de mieux, à la définition minimale qui a été énoncée par Churchill et qui a été tant de fois ressassée. La démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres qui ont été expérimentés dans l'histoire. Or, aujourd'hui, il n'en est plus tout à fait de même et l'appréciation sur la démocratie a changé. On connaît un certain nombre de thématiques qui reviennent constamment dans les critiques de la démocratie. On dit qu'elle perdure dans sa forme extérieure, tout au moins dans le cas des démocraties occidentales, mais que toute son énergie s'en est échappée, en sorte qu'elle ressemble aujourd'hui à une coquille vide. On dit que le pouvoir n'appartient plus au peuple, mais à une oligarchie, que la représentation est en crise profonde, que le droit commun a intégré en son sein l'état d'urgence et que la globalisation et les dérives du capitalisme financier ont entraîné une dérive qu'on appelle, faute de mieux, néolibérale, qui implique en fait un processus de dédémocratisation. Et que le respect des procédures formelles, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, le rôle de la puissance législative, l'indépendance de l'autorité judiciaire, tout cela ne suffit pas à contrarier ou à contrecarrer l'affaiblissement du rôle actif des citoyens et de leur capacité à peser sur le cours des choses. Et à ces phénomènes s'ajoute une transformation profonde des positions subjectives des individus. Et je me réfère à ce sondage qui a été publié par Le Monde le 2 novembre 2016, et il y en a d'autres qui se sont ajoutés depuis. Et si l'on me croit ce sondage, non seulement une majorité des Français estime que la démocratie fonctionne de moins en moins bien, ce qui n'est pas une appréciation, ce n'est pas un scoop, mais un tiers d'entre eux considèrent qu'elle n'est pas le meilleur, ni même le moins mauvais des systèmes politiques. Et que loin de la considérer comme irremplaçable, ils envisagent, ou ils sont prêts à envisager de manière positive les bénéfices possibles d'un gouvernement technocratique qui serait guidé par des experts et même d'un système autoritaire où les contre-pouvoirs ne freineraient plus l'action de l'exécutif. Je pense que ces appréciations subjectives marquent une inflexion relativement récente, ce que confirme la montée des populismes, et qu'elle témoigne de la fin d'un consensus où tous, ou presque, se proclamaient démocrates en dépit de leurs insatisfactions, de leurs déceptions et de leurs critiques. Alors sur la déceptivité structurelle engendrée par la démocratie, où rien ne s'est jamais dit sur le mode de l'attachement ou les affects positifs, et je me permets
ici de renvoyer à un ouvrage qui est déjà un peu ancien, 2010, Pourquoi nous n'aimons pas la démocratie, sur cette déceptivité structurelle, se sont greffés aujourd'hui des éléments qui modifient profondément, je crois, la nature de l'expérience et de l'imaginaire démocratique. Et c'est ce qui a été évoqué par Anne. Le sentiment d'une existence dangereuse, constamment menacée, la hantise de l'insécurité, ou plus exactement, l'intrication paradoxale de l'insécurité, de la peur et de la recherche de sécurité contribue à des processus de dédémocratisation à l'intérieur même des systèmes démocratiques. Et je pense que ces processus ne concernent pas seulement les régimes que l'on appelle de façon tout à fait impropre, selon moi, démocratie illibérale, parce qu'elles n'ont rien de démocratique. Entendons par là des régimes qui réduisent. Pourquoi elles n'ont rien de démocratique? Ils n'ont rien de démocratique parce qu'ils réduisent le système démocratique à la légitimation des gouvernants par l'élection, et ces gouvernants, une fois le vote passé, entreprennent, on le sait, d'affaiblir ou de détruire les contre-pouvoirs liés à l'état de droit. Donc ça veut dire que les dirigeants sont certes démocratiquement élus, et la règle du suffrage universel est respectée, mais ils considèrent que la sanction du suffrage universel leur suffit pour incarner la souveraineté populaire. Donc l'illibéralisme de ces sociétés signifie en l'occurrence le refus des médiations institutionnelles et la coïncidence immédiate entre le peuple et le pouvoir du chef. Et on comprend que ces régimes soient fortement marqués par le populisme au sens où ils prétendent être l'émanation directe de la volonté du peuple souverain qui, en retour, tire son unité de la figure du chef qui est censé l'incarner. Alors, outre la réduction de la représentation, j'en parlerai un peu plus tard, au seul processus électif, ce qui est une erreur, à contresens, la représentation c'est beaucoup plus que l'élection. Outre la réduction de la représentation au seul processus électif, ce fantasme de l'unité, de l'union fusionnelle entre le peuple et le chef, est profondément antidémocratique parce qu'il contrevient à la culture du débat et de la conflictualité qui est l'essence même de cette société démocratique. Et donc on méconnaît ou on nie l'épreuve de la discussion qui s'exprime avec le pluralisme des partis politiques, mais aussi dans les débats et les oppositions issues de la société civile. On tente à abolir le rôle du jugement public et de l'opinion qui échappe au contrôle des dirigeants et qui souvent le contrarie. Et donc en définitive, dans ces sociétés illibérales, ce sont toutes les médiations institutionnelles qui, au prétexte qu'elles entravent l'expression d'une unité immédiate et sans faille, sont la cible de ces régimes. Et c'est ce qui vide la démocratie de sa substance. Paradoxalement, cette atteinte qui est portée aux libertés publiques et aux droits des citoyens peut fort bien s'accommoder d'une défense, voire d'une exaltation de la liberté individuelle, à condition qu'elle s'oriente vers la satisfaction des intérêts privés et la recherche d'un profit qui porte les individus à la concurrence. C'est-à-dire que l'homo democraticus tend alors à devenir un homme entrepreneurial, un individu performant, évalué selon des critères d'efficacité, un sujet unidimensionnel qui est délivré en quelque sorte de toute sa complexité et de ses troubles intérieurs, c'est-à-dire qu'au fond, le libre choix de l'individu est orienté vers le marché et la satisfaction économique. Donc on valorise une forme de liberté
qui coïncide avec l'efficacité des projets et des réalisations. Et donc, il est parfaitement possible qu'il y ait une combinaison où rien n'interdit, la combinaison entre une dérive autoritaire qui restreint les droits individuels et les libertés fondamentales des citoyens, c'est-à-dire des libertés qui sont essentiellement attachées à l'exercice des contre-pouvoirs, et qu'on incite en même temps les individus à manifester et à exercer leur autonomie à travers des conduites efficaces et performantes qui, au fond, sont ciblées avant tout vers la recherche du bien-être individuel. Un bien-être qui n'a rien à voir avec, au fond, un bien commun et dont on dit qu'il relève de la seule responsabilité des individus. Ce qui veut dire que vider de son épaisseur morale, je dirais éthique, la notion de responsabilité devient le calcul rationnel des conséquences, c'est-à-dire des bénéfices et des pertes associées à la manière de se comporter des individus. Et donc l'autonomie des individus consiste avant tout à prendre soin d'eux-mêmes. Mais je crois que c'est également au sein des démocraties libérales que se manifeste cette alliance paradoxale. Ça ne veut pas dire que les contre-pouvoirs et les institutions fondamentales du libéralisme politique y soient frontalement menacés, mais plus insidieusement, parce qu'un processus de dépolitisation ou de dédémocratisation aligne les pratiques politiques sur les normes et les critères de la gouvernance des experts et prétend ainsi dépasser les anciens clivages qu'on appelle les clivages partisans, par exemple entre la gauche et la droite, au profit d'un consensus qui serait effectivement fondé sur la rationalité économique. Et ce qu'on appelle le penchant épistémocratique ou épistocratique aujourd'hui, qui prévaut et qui n'est pas sans rapport avec la montée en puissance des populismes qui jouent du ressentiment contre le pouvoir des élites, c'est-à-dire de ceux qui savent. Bon. Alors sans doute il faudrait repérer les sources très lointaines de ce processus dans la notion même de démocratie représentative dont la genèse très compliquée montre bien qu'elle ne va pas de soi. Et je ne vais pas ici refaire un cours sur l'histoire de la démocratie, mais on sait qu'au sens strict, et selon l'inspiration de la cité grecque, la démocratie, c'est la forme politique où le peuple exerce directement le pouvoir. Ce qui implique une certaine conception de la citoyenneté. Enfin, le citoyen antique était celui qui participait, enfin, l'homme libre, les hommes libres, étaient ceux qui participaient directement à l'exercice du pouvoir. Alors que le citoyen de la modernité politique, c'est celui qui consent au pouvoir plutôt que d'y accéder. Autrement dit, la démocratie moderne devient, et elle est devenue, un mode de légitimation plus qu'un mode d'exercice du pouvoir. Donc ces analyses qui sont historiquement datées permettent pourtant d'éclairer certaines dérives de la démocratie contemporaine, et ces dérives procèdent aussi sur le plan théorique de quelques ambiguïtés fondamentales. La première touche à la notion même de représentation. On dit que le peuple souverain délègue son pouvoir mais qu'il ne l'exerce pas directement. D'où la réduction de la représentation à une simple délégation de pouvoir, le vote électif, au détriment de l'exercice effectif et continué des capacités citoyennes. Je pense que l'un des problèmes fondamentaux, c'est que la notion même de représentation devrait être pensée de manière plus complexe et plus large. Parce que d'abord, elle est la seule forme possible
du lien social dans les sociétés modernes, une fois que se sont effondrées les anciennes évidences liées à la corporéité du social, et que la désincorporation du pouvoir démocratique moderne n'autorise plus l'idée d'une représentation qui figurerait, entre guillemets, de manière transparente ou adéquate, une réalité préalable. Comme l'a montré le grand théoricien de la représentation politique moderne, Hobbes, quand il a analysé ce qu'il appelle l'opération représentative, il a montré que non seulement le peuple n'existe pas avant l'acte qui le constitue comme tel, ce qui veut dire que le peuple n'est pas une entité naturelle qui précéderait la représentation, mais que l'unité du représentant et du représenté ne peut être que paradoxale, problématique et assumée comme telle. Parce que c'est sur le mode de la séparation liante, et non de l'identité fusionnelle que s'oppose l'unité de la communauté politique. Et donc je pense que c'est le premier argument qui est opposable à ceux qui considèrent que le peuple est une unité substantielle. Et c'est le premier argument opposable à la rhétorique identitaire qui nourrit aujourd'hui les populismes et qui gagne insidieusement les démocraties. En réalité, le peuple n'est pas une figure univoque. Il n'est pas une figure univoque, son identité demeure latente et elle échappe à toute réalisation substantielle, ce qui signifie que la communauté ne peut se rendre sensible à elle-même que sur un mode paradoxal. C'est le mode d'une non-coïncidence à soi, d'un commun qui ne s'exprime qu'à travers la division. Et donc, je crois que, pour conclure, penser démocratiquement l'identité d'une nation, d'une origine, d'une culture, d'un peuple, c'est d'abord avoir conscience que les pôles d'identification qui désignent le vivre en commun ne sont jamais des entités figées, ni même entièrement actualisables, qui ne relèvent pas d'une identité mêmetée, ni d'une permanence donnée une fois pour toutes. Les identités, entre guillemets, ou plutôt les identifications, se construisent et s'échangent de manière interminable à travers des conflits de sens et de valeurs et à travers des récits, fussent-ils antagonistes. Encore faut-il, je conclus, que les citoyens retrouvent concrètement dans l'expérience démocratique ce qui permet à ces propositions fondamentales d'être comprises et recevables. Et le caractère problématique de la démocratie n'est en effet le caractère inachevable, l'incertitude qui est liée à la démocratie n'est soutenable que quand il s'inscrit dans une société ouverte qui, certes, avoue son incomplétude, assume son inachèvement, mais affirme en même temps la vitalité de ses relations sociales et de ses perspectives d'avenir. Et il y a une différence fondamentale entre la reconnaissance d'une fragilité et d'une incertitude qui ne nous interdit pas d'orienter notre action et le ressenti au jour actuel d'une opacité telle que la notion de commun devient totalement dépourvue de sens. Et je reprends tout ce qu'a observé Anne dans ses analyses de terrain, et je pense que cette situation remet en question les principes fondateurs de la démocratie, la capacité de la représentation à faire un lien au-delà du seul processus électoral, mais aussi une organisation solidaire du social et un contenu assignable à l'idée d'émancipation.
La parole à vous, Lazare. Oui. Oui, très rapidement, une question à Anne Niva. J'étais très intéressé par son approche du terrain et par le fait que tout ce qu'elle nous a expliqué, ce qu'elle nous a raconté, date de 96, c'est-à-dire antérieure à la crise des Gilets jaunes. 2015, 2016. Vous avez traduit. Donc, très antérieure à la crise des Gilets jaunes. L'expression que vous avez reprise à plusieurs reprises, c'est on a le sentiment d'être abandonné. Et question, est-ce que quand ils disent d'être abandonné, par qui? Par nos élus locaux, par nos élus nationaux, par notre président, par l'administration, par qui? Est-ce que, parce que c'est au cœur même de la crise de légitimité actuelle. C'est-à-dire quand on est abandonné, on aime les gens et on pense que soit il faut les remplacer, soit il faut mettre en place un autre système représentatif. Merci, Monsieur le Ministre. Par qui se sent-il abandonné? Alors évidemment, la liste est longue. Je dirais la seule institution qui trouve grâce aux yeux de tous ceux qui ont été mes interlocuteurs, ce sont les maires de ville. C'est la seule. Et encore, ça commence un peu à se déliter aussi, même ça. Mais pour ce qui est du reste, évidemment, par tous les politiques qu'ils voient, qu'ils entendent à la télé, qui sont interviewés par les journalistes politiques, etc. Et je dirais même que j'ai ressenti aussi ce que je n'avais pas ressenti auparavant, et je l'avais en tout cas pas ressenti en France, c'est... bon, il y a eu la force de ce dégagisme qui est finalement la notion, le mot de Mélenchon, qui est un mot fort, mais qui reflète bien ce besoin de tous les mettre dehors à la poubelle, hein, je parle familièrement, mais c'est véritablement ça, y compris le président. C'est-à-dire comme si il y avait maintenant cette certitude que même l'institution présidentielle est devenue inutile. Mais je dis bien, ça ce sont des perceptions, ce n'est pas une analyse, et aucun de mes interlocuteurs n'a de solution, bien sûr. Mais pour le moment, on en est à un moment de notre société où il faut déjà être capable de regarder les choses en face et de se dire qu'on en est là. Ce dont parfois je doute un peu quand j'entends les uns et les autres parler, c'est-à-dire il y a un tel, effectivement, ça fait tellement peur de se rendre compte de cela qu'on n'a pas envie de l'entendre. Mais je crois que c'est quelque chose qui naît, qui pointe et qui grandit. Et je terminerai là-dessus. Si j'ai voulu faire une émission sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment sur les nouveaux militants, les nouveaux activistes, qui ne veulent plus s'appeler militants, mais activistes, c'est parce que c'est justement vers cela, peut-être, que se dévient des centres de pouvoir. En tout cas, il y a des grandes formes, c'est très puissant, le mouvement Extinction Rébellion, par exemple, qui est un mouvement environnementaliste, activiste, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, depuis le 7 octobre, et même avant, vous savez, ils ont occupé le pont de Sully, ils étaient à la rue de Rivoli, je crois, avant-hier. Hier soir, oui, c'est ça. Ça draine énormément de monde justement via Facebook, et j'ai assisté à une de leurs formations en désobéissance civile dans un petit village non loin de Toulouse. Ça durait tout un samedi. Je peux vous dire qu'il y avait des gens de 18 ans à 70 ans qui étaient réunis là uniquement par ce désir de comprendre ce qu'est la désobéissance civile et peut-être d'en être. Donc moi, en tant que journaliste, mon intérêt c'était de leur demander pourquoi ils étaient là, jusqu'à où ils étaient prêts à aller. Certains sont prêts à aller jusqu'à la garde à vue, d'autres sont prêts à aller, oui, jusqu'au procès. Il y a ils veulent une minimisation du risque juridique, hein, tous ces nouveaux activistes donc, qui sont très au fait de la loi, et en même temps une maximisation
donc un impact maximal, médiatiquement parlant, de leurs actions. Oui. Juste une phrase. Si on a fait ce colloque, c'est justement pour essayer de trouver des réponses. Donc ils n'ont pas les réponses, peut-être qu'on les trouvera cet après-midi. Il faut chercher. J'en sais rien, mais en tout cas, on va les évoquer. Oui. On va les évoquer. Dernière chose, normal, le mot activiste, c'est militant en anglais. Et vous avez dans les documents et dans les reportages anglais et américains, on parle activiste. En français, c'est militant. Mais le problème, c'est que activiste en France, ça veut dire tout à fait autre chose. Voilà, problème de traduction. Et c'est aussi parce que militant, c'est connoté du vieux monde, entre guillemets. Bien, moi, je ne vais pas dire grand-chose parce que je voudrais donner la parole à la salle, mais j'ai noté quand même, Madame Vaudalane, que vous avez parlé très rapidement des perspectives d'avenir. Et je pense que, outre le lien social, les perspectives d'avenir qui sont extrêmement éphémères, instables et participent aussi de ce désamour de la démocratie. Jacques Simon, vous avez demandé la parole. Le haut-parleur, le micro. Il faut appuyer sur le bouton aussi. Appuie sur le bouton. Je travaille. Je suis très frappé dans tout ce que j'ai entendu. Bon, on va réfléchir et tout. Il y a un mot qu'on n'a pas utilisé et qui pour moi est un maître mot en matière de démocratie, c'est une approche pédagogique. Il faut expliquer le pourquoi de ce que nous faisons les uns les autres, y compris avec plein de bonnes intentions et qui sont mal reçues, ou qui sont bien reçues. Et ça, on pense que ça va de soi. Il est évident que ce qu'on dit n'est pas reçu de la même façon par les uns et par les autres. Et ce qu'a dit Mme Vaudalane était passionnant, est évident, n'aurait pas été reçu 10 secondes par les interlocuteurs d'un minimum. Alors que l'inverse, ça va. Je pense pas. Comment ? Je ne pense pas. Justement, ce que je dis dans les interlocuteurs, c'est la traduction en termes plus simples de ce que dit Mme Je suis bien d'accord. Exactement. Donc il l'entend. Vous utilisez le mot que je ne voulais pas utiliser pour éviter l'interprétation, le terme traduction. Or, dans l'action publique, d'une façon générale, il y a des besoins de traduction. On ne traduit pas. C'est perçu comme un désintérêt, voire même un mépris pour eux. Dommage. C'est dommage, même si les intentions sont bonnes. La deuxième remarque que je vais faire avant de poser une question. La deuxième remarque, c'est que si nous voulons un bon fonctionnement de la société, parce que c'est ça, hein, on peut dire des activistes qui veulent, c'est des nihilistes, tout ce qu'on veut, on veut quand même que la société fonctionne. Ou alors, on change de planète. Il faut fixer les lignes rouges quelque part sur un certain nombre de domaines. On a parlé tout à l'heure de la laïcité. On a dit avec l'extérieur, ils ne comprennent pas parce que c'est pas leur culture, évidemment. Mais est-ce qu'on est au clair en France sur ce domaine? Moi je dis qu'on ne l'est pas. Et il y a des avis très contradictoires. Il faudrait peut-être qu'un jour on soit clair sur un certain nombre de choses. Et sur un certain nombre de choses, les élites, appelées comme ça, politiques, sur un plan général, nous tous, on a fait des compromis, voire des compromissions, et maintenant on en paie les choses. Alors moi ma question est la suivante. Quand on écoute les Gilets jaunes, que je ne prends pas au sérieux, parce que je ne sais pas comment les prendre, c'est pour ça que je les prends au sérieux, hein, on nous dit la démocratie représentative, ça ne marche pas, c'est pas bon. La démocratie participative, excusez-moi, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Le tirage au sort? Qui veut répondre? Ou alors je vais prendre peut-être 2-3 questions. Oui. Pardon, madame. Monsieur. Oui, j'ai une question sur la démocratie représentative. Par l'élection, la méthode qui donnait une légitimité à nos élus était en même temps l'outil qui servait à mesurer l'opinion. On avait des partis qui construisaient des récits et les gens choisissaient par le biais de l'élection. Cette élection était ce qui donnait la légitimité à nos élus. Aujourd'hui, on a une multiplicité des moyens tous les jours
de prendre cette mesure, notamment par les sondages, et puis d'une façon, on va dire, plus chaotique, par les réseaux sociaux. Et donc, ça amène une sorte de confusion, et à cette confusion, on demande généralement aux élus, par le biais des médias, de répondre en réaction, et ça participe à cette idée d'affaiblissement, en réalité, de cette mesure qui sert à légitimer nos élus. Quelle solution peut-on trouver pour redonner à la représentativité et à cet accord sur certains modèles, sur le récit que l'on choisissait à l'occasion de ces élections, une plus grande force? Madame, vous avez demandé la parole. Je voudrais dire aujourd'hui qu'on assiste en fait à la réalité de ce qui fait plus démocratie. Anne, bravo, merci, parce elle incarne l'écoute, un problème d'incarnation, d'exemplarité. C'est pas tout de faire des sondages, je suis société de sondages. C'est pour ça que justement, c'est pas tout de les faire, c'est pas tout de les faire, surtout pas au niveau national. Le vrai mot-clé qu'on entend dans toutes les études qualitatives qui sont menées, c'est fraternité. Faire ensemble, c'est pas vivre ensemble, c'est quand même, vous avez cité Hobbes, ça m'a un peu gêné, j'aurais préféré que vous citiez que l'homme est né libre et partout il est dans les fers. C'est un peu ce que nous ont dit les Gilets jaunes pendant une année. Et ma question est comment, plutôt que de parler de démocratie, comment peut-on la faire, sans prendre des grands concepts passés, mais comment on peut réinventer? Parce que ce que vous racontiez sur le djihadiste avec ses 3 téléphones et qui vous raconte la femme Moria, c'est exactement. On est face à des contradictions qui n'existaient pas avant. Sous Platon, l'esclave était un esclave et encore il pouvait être libéré. Là, l'esclave, il est dans la tête, les peurs. Et la seule chose qui peut aller contre les peurs, en fait, c'est le puits au milieu du village. C'est comment on se rassemble et comment on agit sur le territoire. Et pour confirmer ce que vous disiez tout à l'heure, les études nationales avec 1000 citoyens, ça ne va pas du tout. Parce que nous, on a fait des études sur les territoires. Donc bravo pour vous, vous avez incarné l'écoute. Et nous, on a écouté ce qu'ils disaient. Et ce n'est pas que l'environnement. C'est là où les activistes devraient faire attention parce que sur chacun des territoires, il y a des enjeux différents qui peuvent être transition énergétique, emploi, pauvreté, isolement, mal logement, etc. Et les territoires ne sont pas les mêmes. Donc ils n'ont pas les mêmes réactions par rapport à ce qu'ils vivent, s'il fait beau, pas beau, enfin bien sûr. Voilà. Donc ce que je voulais juste dire, c'est comment on va faire la démocratie, puisque après le nom il viendra, on la baptisera, mais comment on la fait tous les matins. Or il y a quand même un grand gap entre, même ici aujourd'hui, d'ailleurs il y a deux horloges, et elles ne marquent pas la même heure. Alors donc, en face de moi. Donc les mots-clés sont fraternité, exemplarité et l'écoute. Voilà, c'est ça que je vais dire. Paul Claes. Non, je vous propose de... Claude Assange, d'accord. Juste deux éclairages rapides de l'histoire qui répondent un petit peu, je pense, à ce que vous dites les uns et les autres. Une évocation de la Troisième République, d'abord, qui a été un régime extrêmement long, qui s'est miraculeusement défendu contre plein d'assauts reçus au cours de sa vie, mais qui s'est effondré comme un vieux machin vermoulu en 1940. La caractéristique de la Troisième République, c'est qu'elle s'est opposée à toute forme d'évolution, de réforme, voilà, c'était telle qu'elle était, telle qu'elle fonctionnait, point final. Je pense que la leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'effectivement, il faut bouger. Il faut inventer de nouvelles formes démocratiques, il faut accepter des risques de trucs qui nous font peur, mais il faut y aller. La deuxième leçon, qui est plus une limite alors dont il faut y aller, c'est celle de la fin de la République de Weimar, où la population était, ils étaient en gros
en campagne électorale permanente. Et ça, c'est aussi, ça génère un énervement de la société qui n'est pas non plus très bon. Donc je pense que ce qu'il faut trouver est un peu entre ces deux limites, si je puis dire. Quelqu'un veut prendre la parole? Oui. Madame. D'abord, une petite remarque, madame. Il n'y a rien de gênant dans le fait d'évoquer Hobbes plutôt que Rousseau, et rien de gênant non plus dans le fait de se référer à des outils théoriques qui nous permettent de comprendre l'expérience. On ne fait pas sans avoir réfléchi à ce qu'on fait. Et on ne fait pas spontanément sans disposer d'un certain nombre d'outils ou d'éléments qui nous permettent de... Attendez, je ne vais pas terminer. Donc si j'ai cité Hobbes, c'est tout simplement parce que c'est un argument formidable contre les populismes et contre les conceptions naturalistes du peuple que de dire que le peuple comme entité naturelle n'existe pas, mais que le peuple n'existe qu'à partir du moment où il se fait. Voilà. Où il est en train de se faire. Et que donc il n'y a pas de préalable à l'opération représentative qui fait que le peuple se transforme en peuple. Voilà, une petite remarque. La deuxième chose, c'est, pour répondre à votre question, c'est que je crois que l'une des pistes qu'il faut ouvrir et qui me paraît très importante, c'est de faire comprendre sur le plan pédagogique que la représentation, c'est beaucoup plus que le simple fait d'aller déposer un bulletin dans l'urne une fois tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les, je ne sais plus, peu importe. Et que les théoriciens même du gouvernement représentatif considéraient que la représentation, c'est pas simplement l'élection, c'est le rôle de l'opinion publique, c'est le rôle des contre-pouvoirs, c'est la possibilité de s'exprimer à chaque instant jusqu'aux portes du Parlement, et que donc il y a pédagogiquement une nécessité fondamentale d'expliquer, par exemple quand les gens disent on est bien ou on est mal représenté, ils ne savent pas exactement ce qu'ils demandent. On est bien ou mal représenté. Très souvent, ils ont une idée de la représentation, d'abord qui, au fond, qui voudrait que leurs représentants soient comme le miroir de ce qu'ils sont eux-mêmes. Or, cette théorie de la représentation miroir, elle a été balayée depuis la Révolution française, depuis la formation de l'Assemblée constituante et la séparation des ordres. Ça, c'était la représentation miroir. Donc, on peut penser quelque chose qui serait de l'ordre d'une activité représentative. Alors, sans doute, ça passe, je ne sais pas, ça passerait certainement par une réflexion sur des institutions qui seraient renouvelées. Et personnellement, je ne suis pas sûre que le cadre institutionnel de la Ve République soit le plus approprié pour penser cet élargissement de la représentation, c'est-à-dire ce que j'appelle moi la capacité représentative des citoyens. Merci Madame. Anne, je vais demander la parole brièvement, puis j'ai encore une question au fond de la salle. Oui, monsieur parlait du récit en disant que c'était les partis politiques qui créaient ce récit. Effectivement, tout ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un récit, il y a une multitude de récits. Je crois que là, tout le monde s'en rend compte, mais il est temps de ne plus seulement s'en rendre compte, mais de se rendre compte des conséquences de cette multiplicité de récits. Et effectivement, chacun dit « moi j'existe et j'ai le droit de parler, et tu m'écoutes ». Alors tout le monde le dit avec plus ou moins de violence, mais c'est cela. Et je suis d'accord avec Myriam Renaud-Gavol quand elle parle de cette nouvelle façon de faire qui pourrait peut-être passer par de nouvelles institutions, ou pas, en tout cas par de nouvelles méthodes, de nouvelles façons d'aller vers l'autre. Parce que vous disiez, madame, dans votre question que, évidemment, il ne suffit pas de parler de démocratie, comment peut-on la faire? Je crois que la demande, elle est effectivement là, c'est-à-dire que, bien sûr que le gilet jaune sur son rond-point se rend compte que celui qui le représente
n'est pas lui-même. Il n'est pas idiot, il le sait. Il connaît les différences entre lui et Emmanuel Macron, entre lui et son député, entre lui et l'élite de la ville dans laquelle il habite, etc. Il ne veut pas tout mettre par terre. Il est conscient de ces différences, mais il veut de la considération. Il veut qu'on aille le voir. Il veut qu'on l'entende. Et ça, peut-être, effectivement, ça pourrait être une façon d'apaiser un peu les choses, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on se rencontre davantage dans la réalité plutôt que virtuellement, c'est-à-dire par médias interposés ou médias sociaux interposés, entre le peuple et ceux qui nous représentent, pas seulement au moment des campagnes électorales, etc. etc. Ça serait peut-être un point de départ. Donc pour moi, les solutions, s'il y en a, c'est de ne pas avoir peur, effectivement, de s'écouter les uns les autres, même si on n'est pas d'accord, et de se mélanger, tout en se respectant. Nous arrivons à la fin de notre table ronde, à la fin de cette matinée, et le président de Démocratie Paul Quilès. Un mot. Oui, deux mots. D'abord, par rapport à la question qu'a posée Isabelle Saint-Jean tout à l'heure, la réponse, probablement qu'on va avoir beaucoup de temps, mais la réponse n'était pas là. Il s'agissait de parler de ce qui se passe au sein des élites, des gouvernants d'une façon générale, aussi bien des élites politiques, les élites économiques. Et ça, c'est un débat qu'on pourra reprendre cet après-midi. Et d'ailleurs, ce matin, l'objet de nos deux tables rondes, c'est de faire l'état des lieux et de montrer où est la crise, quels sont les éléments qui constituent la crise. Je crois qu'on l'a fait largement. On a un peu anticipé sur cet après-midi, mais cet après-midi, comme je l'ai dit, ça sera d'essayer de définir les remèdes. J'espère que le travail qu'on a fait ce matin nous permettra d'aller plus loin. Donc si vous êtes sur votre faim, allez manger d'abord, et revenez cet après-midi à partir de 14h30, où il y aura donc une table ronde qui s'avance, je pense, très intéressante. Merci aux intervenants et à la modération. Merci à tous.